Une interrogation qui a quand même beaucoup occupé mon esprit quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais votre âge. Et je suis partie d'une interrogation qui était la suivante, c'est que tous les matins, la moitié de l'humanité, donc si on avait ce globe, voilà, donc imaginez que la moitié du globe, hein, vous pouvez le prendre en long ou en large, la moitié de l'humanité se lève pour fabriquer, vendre des produits et des services à l'autre moitié de l'humanité qui n'en a pas forcément besoin. Et par conséquent, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un autre modèle économique possible? Et en fait, il faut que vous compreniez que j'ai grandi en Afrique du Nord. J'ai grandi toute mon enfance ou mon adolescence en Afrique du Nord. Et il n'y avait pas grand-chose, mais en même temps, j'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Par contre, quand je venais en France quelques semaines pendant les vacances, et que ma grand-mère m'envoyait donc dans ce supermarché, vous voyez ce supermarché, alors les images sont en noir et blanc, parce que c'était à l'époque des dinosaures, hein, on n'avait pas la couleur. Donc quand j'allais dans le supermarché, eh bien, ce qui est vrai, c'est que je me perdais. Enfin, j'ai le souvenir très, très clair, vers 14-15 ans, de m'être perdue ou d'avoir en tous les cas d'avoir pas embarqué des bons produits. Et c'était quelque chose qui me travaillait, et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut inventer un nouveau modèle économique? Est-ce que le monde peut tourner différemment? Et c'est pour ça que, vers la trentaine, j'ai créé une agence de notation sociale environnementale. Alors, c'est quoi une agence de notation sociale environnementale? C'est une agence qui va noter les entreprises sur des critères sociaux et environnementaux, pas sur des critères financiers, parce que ça existe depuis très longtemps, mais qui va noter les entreprises sur les critères sociaux et environnementaux, tout simplement parce qu'une entreprise, eh bien, elle produit des services et des biens, elle n'est pas en apesanteur. Elle produit ses services et ses biens pour des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes dans un écosystème naturel. Et donc, il me semblait absolument crucial de noter ces entreprises sur ces critères de façon à réorienter les flux financiers vers ces entreprises. Donc, vous mettez de l'argent dans des entreprises socialement responsables. Et vous allez voir que quand on regarde l'économie avec ces lunettes, eh bien, on voit les choses un petit peu différemment. Donc, je vous embarque. Si on a réussi, donc ce superbe exploit d'être les maîtres les maîtres de la planète et de se hisser tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'en fait, notre croissance, notre économie, elle est dopée par les énergies fossiles. Alors les énergies fossiles, vous le savez, c'est le charbon, c'est le gaz naturel et c'est le pétrole. Et encore aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 4/5 des énergies utilisées dans le monde. Donc, il y a du travail. Et le pétrole, c'est une énergie extraordinaire. C'est la glace du monde matériel, du monde moderne. Avec le pétrole, on fait absolument tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. On fait des engrais, on fait du plastique, on fait voler des avions, on fait de la cire, on fait du rouge à lèvres. Bon, ça, c'était moins utile, enfin, quoique. On fait absolument tout. Et grâce à ces énergies fossiles et à ce pétrole, eh bien, on a eu des super pouvoirs. Voilà. On a eu des super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, on les a tant et si bien déployés, mais alors vraiment, on se les donné à cœur joie, que l'homme est devenu, en très peu de temps, en l'espace de 150 ans, l'homme est devenu une force géologique. C'est-à-dire qu'on a réussi l'exploit de déséquilibrer un système climatique qui était remarquablement stable depuis des centaines de milliers d'années. Et à tel point que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a généré un changement climatique. Nous y sommes. Merci Yacine pour Elix. Donc, vous voudrez bien que la planète chauffe, et c'est notre système économique qui a généré ce changement climatique. Donc nous brûlons du CO2, nous avons les moyens d'en brûler encore longtemps, et la planète se consume. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va me passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est réellement à un endroit charnière. On est réellement à un endroit charnière et se poser la question de dans quel nouveau récit va s'inscrire l'humanité. Et on voit bien que le récit libéral est en train
d'avoir de sérieuses ratées, même si certains s'accrochent à lui de façon forcenée. Alors, on hésite entre deux récits, et on le voit, et on l'entend, et on l'écoute, et vous êtes baigné dedans. Et de quoi sera fait ce prochain récit? Alors, est-ce que le prochain récit, il sera fait de ce que j'appelle l'économie collaborative? C'est le récit libertaire, c'est-à-dire l'économie collaborative, l'économie du partage, le don, les hiérarchies horizontales, voire l'absence de hiérarchie, le partage de la connaissance, les brevets libres, tout ça a l'air extrêmement sympathique, les makers, donc tout ce quotidien, peut-être qui est familier pour vous. Est-ce que ça sera le prochain grand récit de l'humanité? Ou alors, est-ce qu'il y a un autre récit, un peu plus inquiétant, qui se profile? Et est-ce que ce récit, que j'appelle le récit totalitaire, est-ce qu'il sera le prochain récit de l'humanité? Et le récit totalitaire, c'est peut-être ce que sont déjà en train de préparer les grands monopoles des entreprises du numérique, qui vont tout savoir sur nous, qui vont être à la tête de flux financiers gigantesques et qui vont nous amener vers une humanité qui sera probablement très différente du récit libertaire dont je viens de vous parler. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom d'Elon Musk a été évoqué à plusieurs reprises. Vous voyez bien que lui, il est très clairement un pied dans un récit libertaire, un pied dans un récit totalitaire. Où est-ce que l'on va aller? Il est l'archétype de l'explorateur qui va hésiter entre ces deux récits. Où allons-nous? Et dans les grandes périodes d'incertitude, j'ai remarqué que les personnes, vous et moi, on a tendance à se raccrocher un peu à des croyances, à des sortes de pensées magiques. On se dit, qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que j'ai envie que ce soit? Et on projette énormément. Et je suis frappée de voir que dans la redéfinition de ce nouveau modèle économique que nous devons trouver ensemble, eh bien, il y a deux pensées magiques vraiment qui s'entrechoquent. Et elles s'entrechoquent très fortement. La première pensée magique, qui est la plus dominante, parce que c'est celle qui nous vient de notre héritage. N'oubliez pas que les énergies fossiles ont aussi formaté une génération fossile. Une génération de personnes qui ont été poussées par les vents fossiles et qui se trouvent finalement être en situation, aujourd'hui, à la veille de passer le flambeau aux jeunes générations, en situation de toute puissance. Et ces générations-là ne peuvent pas penser qu'elles ont failli. Et qu'est-ce qu'elles sont en train de nous dire? Elles sont en train de nous dire, mais ne vous inquiétez pas, le progrès technologique va nous sauver. Alors le progrès technologique va nous sauver, c'est une pensée magique que j'ai entendue. Je l'entends d'ailleurs tous les jours, vous pouvez le lire tous les jours. Et probablement il y a quelque chose de vrai dans le fait que nous sommes beaucoup plus sachants aujourd'hui que nous l'étions hier, et nous serons encore plus sachants demain, et qu'on n'arrête pas la science, et qu'on n'arrête pas le progrès technologique. Mais le progrès technologique qui s'apparenterait à un forçage technologique, sans but, je veux dire sans gouvernail, je ne sais pas où ça va aller. Donc cette pensée magique, juste le progrès va nous sauver, je pense que c'est essayer de réanimer Prométhée, c'est-à-dire que nous avons ce mythe prométhéen, c'est-à-dire de posséder, de régner sur la nature. Et ce nouvel élan, c'est-à-dire Prométhée, va nous remettre sur les rails d'un âge d'or. Formidable. Alors après, il y a une deuxième pensée magique qui est un petit peu plus minoritaire, mais celle-là, on l'entend aussi beaucoup. Cette pensée magique, c'est la décroissance va nous sauver. On a de dire, ne cherchez pas, on arrête tout. C'est simple, tout le monde retourne à la case frugalité, sobriété, tempérance. Et peut-être, à ces conditions, si nous acceptons tous de faire un effort vers la décroissance accélérée, nous arriverons peut-être à éviter l'emballement du changement climatique, de la surexploitation des ressources, du réchauffement de la planète et des inégalités croissantes qui sont en train de se creuser de plus en plus. Eh bien, c'est intéressant la décroissance, mais je suis persuadée à titre personnel que la décroissance est un chemin que l'on peut parcourir seul. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, on peut se dire est-ce que j'ai besoin encore d'autre chose? Est-ce que j'ai encore envie de ça? Est-ce que j'ai besoin d'acheter ceci? Mais imposer la décroissance à 7 milliards de personnes aujourd'hui,
sachant que beaucoup n'ont déjà pas grand-chose. Et imposer la décroissance aux 9-10 milliards de personnes que nous serons en 2050, pour moi, cela relève du suicide, du chaos. Donc, il faut peut-être se poser la question d'une troisième voie. Et c'est ce en quoi je crois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette agence de notation. Il y a probablement une troisième voie que je qualifierais de la croissance qualitative. Ce serait une croissance au service de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui méritent de décroître. Il y a beaucoup trop de choses qui ne servent strictement à rien, dont on peut se passer demain, et d'ailleurs on ne sait même pas qu'elles existent avant de les avoir sous le nez. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui méritent de croître. L'éducation, la santé, les énergies renouvelables, la recherche dans les énergies renouvelables, l'agroforesterie, l'architecture durable, la transition énergétique va se nourrir de tous ces progrès qu'il faudra financer. Et il faut faire croître cette recherche. La chimie verte, le biomimétisme. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui doivent absolument décroître. Et il y a par ailleurs une porte qui s'ouvre. Il faut absolument soutenir une croissance responsable et une croissance qui rende compatible économie, écologie, solidarité, esthétique. N'oublions pas la beauté. Par pitié, n'oubliez pas la beauté dans le monde que vous êtes en train de préparer. Et vous avez l'impression que cette croissance, elle est peut-être lointaine, mais pas du tout. Pas du tout. Les graines sont déjà en train de germer. Là, aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a des graines qui germent et qui poussent. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Et la première, celle pour laquelle je me suis le plus investie, c'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Parce que, à un moment donné, il faut être aussi lucide, comprendre que si l'argent est le nerf de la guerre, on peut tout à fait réorienter notre argent de façon beaucoup plus positive et responsable. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être un compte d'épargne. Parmi les plus âgés, vous avez peut-être une caisse de retraite. Eh bien, vous pouvez décider aujourd'hui comment votre argent va être investi. Et si vous le faites, si je le fais, si on est tous en train de le faire, je peux vous garantir qu'on va changer le cours des choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a le mois dernier, aux Pays-Bas, il y a 10 000 fonctionnaires du fonds de pension néerlandais ABP, c'est un fonds de pension des fonctionnaires des Pays-Bas, qui a signé une pétition pour que leurs gérants de portefeuille arrêtent d'investir dans les énergies fossiles en raison du risque climatique. Eh bien, cette pétition a été entendue. Et le fonds de pension a décidé de désinvestir. Et je peux vous dire que cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres, et je ne peux pas tous vous les citer. Donc il faut absolument garder en tête que cet argent, d'abord c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez gagné, et vous pouvez décider comment l'investir. Enfin, il faut absolument sortir de cette économie linéaire, qui est, moi je la qualifie d'économie paresseuse. C'est vraiment paresseuse. C'est-à-dire, je prélève, je transforme, je fabrique, je jette. Je prélève, je transforme, je fabrique, je jette. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une économie circulaire? Vous savez, l'économie circulaire qu'on appelle aussi cradle to cradle, du berceau au berceau. C'est-à-dire, je prélève juste ce qu'il faut, je transforme selon, vraiment en plus, selon une véritable conscience de la mutualisation des flux, de l'optimisation des flux d'énergie, de chaleur, c'est-à-dire que je ne perds rien. Et je recycle, je réemploie, je réutilise. Et au passage, pour faire écho à ce que disait Patricia, l'espèce humaine est la seule espèce au monde à ne pas produire de déchets bio-nourriciers. Donc on a une formidable intelligence sous nos yeux tous les jours, et on pourrait être quand même un petit peu moins paresseux, aller vers plus d'intelligence et essayer de réussir le pari de l'économie circulaire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que là où vous êtes, le stock des matières premières, il n'est pas sous vos pieds, il est roulant, c'est-à-dire que les matières premières de demain, elles seront dans tous les territoires où vous allez habiter. Les matières premières de demain, ce sont les voitures que vous avez sous vos yeux, ce sont les immeubles, ce sont les machines, vos téléphones, etc. Le stock de matières premières, il est sous vos yeux. Inutile de creuser la terre. On a largement de quoi faire si on recycle. Et ces territoires où vous voyez maintenant se concrétiser ces modèles d'économie circulaire, ils existent. Des territoires d'énergie positive, vous savez,
énergie positive. C'est-à-dire que vous avez vu des bâtiments énergie positive et des territoires d'énergie positive. En France, il y a eu 212 lauréats sur un appel à candidature de territoires à énergie positive. Et ces territoires énergie positive, je vais vous donner l'exemple du Ménez en Bretagne, tout simplement. Ils ont réussi à mettre en place une huilerie biocarburant avec du colza, à investir dans les énergies renouvelables, à créer des réseaux de chaleur bois, à renforcer les boucles locales d'alimentation. Donc ça peut être des tout petits territoires ou ça peut être des grands territoires. Et ils ont réussi le pari de l'autonomie, de la résilience et de la solidarité. Et si je vais un petit peu plus loin, si je continue, je pense que là où vous êtes, avec votre argent, vous pouvez décider d'investir dans des modèles d'économie circulaire. Et vous avez une appropriation spatiale, c'est là où je suis, ça ne se passe pas à des milliers de kilomètres de chez moi, c'est maintenant, c'est pas dans 50 ans et dans 100 ans, et c'est mon pouvoir, c'est moi qui peux m'engager en tant que citoyen et consommateur. Ce qui me fait dire qu'on a des super pouvoirs, nous aussi. Et c'est des super pouvoirs qui sont bien plus intéressants que ceux qui nous donnent les énergies fossiles. Le premier super pouvoir, eh bien, c'est investissez dans des entreprises socialement responsables et durables. Le deuxième pouvoir, c'est acheter des objets, des produits qui sont issus de l'économie circulaire. Et le troisième super pouvoir, vous avez un droit de vote. Vous pouvez décider où, à qui donner votre vote pour être soutenu dans ce projet de croissance qualitative. Vous voyez, c'est des sacrés super pouvoirs. Et si on s'y met tous, on va y arriver. Parce que ça se passe aujourd'hui, maintenant. Et c'est absolument pas un conte de fées. Tout ce que je vous raconte n'est pas un conte de fées. Ces territoires à énergie positive, avec ces citoyens positifs, ils existent aujourd'hui. Donc, je me dis que si vous prenez conscience de toutes ces graines, de toutes ces briques que vous pouvez associer, en sortant, vous pouvez demander à votre banquier, qu'est-ce que vous faites de mon argent? Peut-être que votre banquier, il va tomber de sa chaise, mais il va se relever, et il va peut-être réfléchir. Et si nous nous y mettons tous, vous serez vraiment les explorateurs de cette nouvelle civilisation. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les générations de réinventer une civilisation. Et vous serez, j'en suis convaincue, la première génération d'une civilisation post-fossile.